J'ai parlé récemment de l'impact des écrans sur des apprentissages essentiels entre 0 et 7 ans. Ici, je vais parler de leurs impacts sur la réussite scolaire, ce qui concerne aussi bien les enfants que les adolescents et même les adultes, du moins ceux qui fréquentent le collège ou l'université. Alors, premièrement, la télévision et les jeux vidéo ont un impact négatif sur les résultats scolaires dans la mesure où le temps qui leur est accordé n'est pas consacré aux devoirs ni à la révision. Les études disponibles montrent qu'en général, ceux qui accordent du temps aux écrans en accordent moins à réviser et à faire leurs devoirs que ceux qui n'accordent pas de temps aux écrans. Deuxièmement, il y a le problème de la facilité permise par les écrans, notamment par les téléphones intelligents qui ont pour effet de nous rendre moins performants, pour ne pas dire de nous abrutir. Je m'explique. Desmurget fait valoir qu'on a moins d'efforts à faire pour réfléchir et pour retenir des choses quand un téléphone intelligent fait tout à notre place. Je le cite. Le smartphone nous suit partout, sans faiblesse ni répit. Il est le Graal des suceurs de cerveau, l'ultime cheval de Troie de notre décérébration. Plus ces applications deviennent intelligentes, plus elles se substituent à notre réflexion et plus elles nous permettent de devenir idiots. Et c'est pas vrai seulement pour les jeunes, c'est vrai pour tout le monde. C'est-à-dire que le fait de faire des choses par un téléphone intelligent ou par un ordinateur au lieu de les faire nous-mêmes, ça nous rend moins habiles intellectuellement et autrement. Desmurget écrit « En pratique, évidemment, personne ne conteste le fait que certains outils numériques peuvent faciliter le travail de l'élève. Ceux qui, comme l'auteur de ces lignes, ont connu les temps anciens de la recherche scientifique, savent mieux que quiconque la part technique de la récente révolution digitale. Mais justement, par définition, les outils et logiciels qui nous rendent la vie plus facile retirent de facto au cerveau une partie de ses substrats nourriciers. Plus nous abandonnons à la machine une part importante de nos activités cognitives, et moins nos neurones trouvent matière à se structurer, s'organiser et se câbler. Alors, il ne faut pas sous-estimer l'importance d'être capable de faire des choses sans l'aide d'un ordinateur ou d'une autre machine semblable. Prenons l'exemple de la calculatrice pour un écolier. Une calculatrice fait gagner du temps à un élève de 5e secondaire. Ou moi, par exemple, quand je corrige des travaux, quand je veux compiler les points pour les différents critères de correction, pour avoir la note globale, c'est sûr que ça va plus vite avec une calculatrice. Mais pour un enfant de primaire qui commence à apprendre à calculer, ben la calculatrice serait un obstacle au contraire parce qu'elle l'empêcherait d'apprendre à calculer par lui-même. Dans le même esprit, Word est utile pour des chercheurs, des secrétaires, des écrivains, mais il ne favorise pas l'apprentissage de l'écriture. Déjà, quand on écrit au clavier, ben on n'écrit pas à la main et l'apprentissage de l'écriture à la main, ça a des implications insoupçonnées parce que c'est pas simplement qu'on apprend à tracer des lettres, il y a des implications sur les capacités motrices et sur d'autres capacités cognitives. Et en plus, si on utilise un logiciel de correction, ben ça nuit à l'apprentissage de la langue. On n'apprend pas à corriger ses fautes soi-même. On n'apprend jamais à écrire sans faute. Desmurget écrit à ce sujet, je le cite à nouveau, « Si on en croit les études disponibles, celles-ci montrent clairement que les enfants qui apprennent à écrire sur ordinateur avec un clavier ont beaucoup plus de mal à retenir et à reconnaître les lettres
que ceux qui apprennent avec un crayon et une feuille de papier. Ils ont également plus de difficultés à apprendre à lire, ce qui n'est guère surprenant pour qui veut bien considérer que le développement de l'écriture soutient fortement celui de la lecture et inversement. Au bout du compte, une fois acquise l'habitude du clavier, ces enfants présentent également, par rapport aux utilisateurs de bons vieux stylos, un déficit de compréhension et de mémorisation de leurs cours. J'insiste ici. Si on se fie à ce que rapporte Desmurget, il ne faut surtout pas renoncer à l'écriture à la main, surtout pas en bas âge. Alors, mon expérience me montre que certains disent que ceux qui tiennent à l'écriture à la main sont juste des conservateurs, comme si c'était une tare d'être conservateur, voire même des réactionnaires qui refusent les changements. Mais j'ai pour mon dire que changement n'est pas en soi synonyme de progrès. Il y a peut-être des changements dont il faut effectivement se méfier, comme par exemple celui par lequel on délaisserait complètement l'écriture à la main. Maintenant, est-ce que c'est quand même une bonne chose que les jeunes apprennent à se servir d'un ordinateur, qu'ils apprennent à utiliser Word, Excel, PowerPoint, qu'ils apprennent à utiliser des moteurs de recherche, etc. Mais bien entendu que c'est une bonne chose. Desmurget ne le nie pas. Seulement pour le citer, c'est une chose de s'interroger sur les compétences digitales que doit posséder chaque élève. C'en est une autre de se demander s'il est possible, souhaitable et efficient de confier à la médiation numérique, pour partie ou en totalité, l'enseignement des savoirs non digitaux, français, mathématiques, histoire, langue étrangère, etc. Troisièmement, je reviens sur la question de si on peut apprendre de façon autodidacte grâce aux écrans. Une question que j'ai déjà abordée dans une autre capsule de la série, et j'ai déjà dit que la réponse est non. Beaucoup de gens vantent les écrans en ce sens-là, en disant qu'ils permettent un meilleur accès à la connaissance, surtout grâce à Internet, qui permet de faire des recherches en restant sur place, pratiquement, faire des recherches de chez soi et avoir accès à beaucoup, beaucoup de documents. Est-ce que c'est si merveilleux que ça, Internet? Est-ce qu'on apprend efficacement en s'instruisant de façon autodidacte avec des logiciels éducatifs et avec Internet? Pour savoir si les écrans sont utiles et même la meilleure solution pour s'instruire, il faut faire deux choses, nous dit Desmurget. Il faut comparer le numérique seul avec l'enseignement par des enseignants, et il faut aussi comparer l'enseignant seul avec l'enseignant utilisant le numérique comme support pédagogique. À la lumière des études qui ont été faites jusqu'ici, Desmurget nous arrive encore avec une conclusion fort défavorable aux écrans. Il apparaît que les ordinateurs à l'école ne sont pas d'une grande aide. Rien ne prouve qu'ils améliorent les résultats des élèves en mathématiques, en lecture ou encore en sciences. Si on compare le numérique seul avec l'enseignement en classe, il apparaît que des cours qui peuvent être suivis sur Internet ne peuvent pas remplacer l'école. Des cours enregistrés qu'on peut écouter sur Internet, c'est utile essentiellement pour deux catégories de personnes. Premièrement, des gens qui ont déjà une formation solide dans le domaine concerné et qui apprennent des nouvelles choses qui viennent s'ajouter à leur édifice de connaissances. Ça veut dire que, par exemple, moi, si j'écoutais un cours de philosophie des sciences enregistré sur YouTube, ça pourrait m'être utile parce que j'ai suivi une formation universitaire en philosophie et que j'en ai fait à ce moment-là de la philosophie des sciences avec des professeurs qui donnaient un cours en direct.
Sinon, deuxièmement, ça peut être utile pour les étudiants les plus performants. Mais il n'y a pas seulement les étudiants les plus performants, il y a les autres aussi. Pour les étudiants ordinaires, des cours préenregistrés sont peu ou pas utiles. Bon, on comprend bien que récemment, avec la pandémie qui empêchait l'enseignement sur place, c'était un recours nécessaire et c'était mieux que rien. Mais pourquoi se contenter de quelque chose de mieux que rien, quand non seulement on peut avoir mieux que rien, mais qu'en plus, la majorité des étudiants, pour eux, c'est important d'avoir mieux que rien. Et j'ajoute que l'enseignement à distance auquel on a dû se résigner dans les dernières années, il impliquait au moins une supervision qui s'ajoutait aux cours enregistrés que les étudiants regardaient en ligne, du moins en ce qui me concerne. Et j'ose croire que c'est le cas pour tous les autres enseignants qui ont dû enseigner à distance à cause de la situation. Ajoutons que la seule présence en chair et en os de l'enseignant fait une différence. C'est-à-dire qu'évidemment, entre regarder un cours enregistré et avoir un cours donné directement dans une classe, c'est certain que dans la classe, on a l'avantage de pouvoir interagir avec l'enseignant ou le professeur. On peut lever la main, poser des questions, etc. Mais même si on ne lui pose aucune question, même si on n'échange pas directement avec l'enseignant, l'avoir en chair et en os devant soi, ça fait une différence parce que le cerveau humain ne réagit pas de la même façon face à un humain que face à un humain sur écran. Il ne faut pas oublier qu'on est naturellement fait pour les interactions sociales. Dès les premiers moments de la vie, ça se voit. Les nourrissons préfèrent les visages aux autres stimuli visuels et les voix aux autres stimuli auditifs. Les interactions façonnent de façon irréversible le développement cognitif, émotionnel et social du bébé. Et bien entendu, l'importance des contacts humains demeure quand on vieillit. Les interactions familiales demeurent importantes passé la petite enfance et les interactions humaines demeurent importantes tout au long de la vie. Alors, un humain, en vrai, ce n'est pas la même chose qu'un humain en vidéo. À ce sujet, Desmurget écrit « Le cerveau humain s'avère, quel que soit son âge, bien moins sensible à une représentation vidéo qu'à une présence humaine effective. C'est pour cette raison notamment que la puissance pédagogique d'un être de chair et d'os surpasse aussi irrévocablement celle de la machine. Les données sur le sujet sont aujourd'hui tellement convaincantes que les chercheurs ont décidé d'offrir un nom au phénomène, le déficit vidéo. » J'ajoute que le déficit vidéo donne une raison de plus de douter de la valeur de ce qu'on appelle les programmes éducatifs pour les enfants, dont je parlais dans une précédente vidéo. C'est-à-dire que même en reconnaissant que des enfants peuvent, par exemple, apprendre quelques mots grâce à des vidéos éducatives, elles ne permettent pas d'apprendre efficacement à parler parce que notre cerveau est moins attentif aux stimuli vidéo qu'aux humains et l'attention favorise la mémorisation. Puis en plus, sur vidéo, admettons une vidéo pour enfants dans laquelle un comédien montre des objets en les nommant de façon à ce que les enfants qui regardent apprennent à nommer ces objets-là. Le problème, c'est que le comédien, il ne vérifie pas si l'enfant regarde bien l'objet qu'il nomme. Et si ce n'est pas le cas, c'est inutile. Et il ne peut pas non plus voir les réactions de l'enfant et s'y ajuster. Alors, je cite un autre passage du livre de Desmurget. Conclusion, s'il en fallait une, la technologie peut permettre d'optimiser un enseignement d'excellente qualité, mais elle ne pourra jamais, aussi avancée soit-elle, pallier un enseignement de piètre qualité.
Bref, avoir affaire à un enseignant, même plus ou moins bon dans son métier, c'est nettement supérieur à l'utilisation de logiciels éducatifs. Le développement d'une compréhension conceptuelle, d'une réflexion approfondie, ça requiert des interactions. Alors, les écrans ne sont pas l'avenir de l'éducation, du moins pas si on veut que l'éducation ait un bel avenir. Là, je viens de parler des cours enregistrés qu'on peut regarder sur Internet, mais faire des recherches sur Internet, c'est encore moins utile pour s'instruire. Le rôle de l'enseignant est essentiel dans l'apprentissage parce que c'est lui qui structure la matière de façon à ce qu'elle puisse être assimilée par quelqu'un qui n'est pas déjà formé dans le domaine qu'il enseigne. Desmurgel écrit dans les termes suivants: « Il est d'ailleurs aujourd'hui bien établi que les non-experts apprennent bien mieux lorsque les contenus informationnels sont présentés sous une forme linéaire, hiérarchiquement structurée, à l'image d'un livre, d'un cours magistral ou d'une série de travaux pratiques, lorsque l'auteur a pris à sa charge le travail d'agencement des savoirs, et bien plus difficilement lorsque ces mêmes contenus sont présentés selon une organisation réticulaire, anarchiquement fragmentée, à l'image de ce que produit une recherche sur Internet quand toute la masse des données accessibles vous tombe d'un coup sur la tête, sans canevas ni souci de hiérarchie, de pertinence ou de crédibilité. » Il est donc établi que les écrans ne peuvent pas remplacer la présence des enseignants dans les écoles. Là, j'ai comparé les écrans seuls avec l'enseignement donné par un enseignant. Il apparaît sans aucun doute que la présence de l'enseignant vaut mieux. Et en fait, c'est un euphémisme de le dire comme ça. Mais comme je le disais plus tôt, il faut aussi comparer la combinaison enseignant-écran avec l'enseignement sans écran. On peut se demander si les écrans, quand ils sont utilisés comme outils dans les écoles, avec la présence d'enseignants, peuvent vraiment nuire. Oui, ils nuisent. Pourquoi? Parce que la présence d'écrans dans les écoles, même si en principe ils sont destinés au travail scolaire, en pratique, ils sont une source de distraction parce que les élèves s'en servent pour aller sur les réseaux sociaux et autres usages non pédagogiques. Les ordinateurs qu'on apporte en classe, soi-disant pour prendre des notes, ils sont souvent utilisés pour des distractions aussi, qui en plus de diminuer la compréhension, la concentration, la capacité de retenir la matière pour l'utilisateur de l'ordinateur, il distrait aussi l'attention de ceux qui sont assis près de lui dans la classe et qui peuvent voir son écran d'où ils sont assis. Et d'ailleurs, prendre des notes à la main, ça vaut mieux. Pourquoi ça vaut mieux? Parce que ça nous oblige à synthétiser, à faire un effort cognitif. Et la mémorisation, c'est lié à l'effort cognitif. Et comme on est obligé de synthétiser, on est obligé de comprendre ce que dit l'enseignant. On ne sera pas en train de copier machinalement sans comprendre ce qu'on copie. Alors bref, les notes prises à la main, elles valent mieux. Et en plus, un cahier de notes, ça donne pas envie d'aller sur Instagram. Alors, je réitère ce que je disais plus tôt. Il ne faut surtout pas renoncer à l'écriture à la main. C'est pas juste vrai pour les enfants, c'est vrai pour tout le parcours scolaire. D'ailleurs, revenons à l'élève ou l'étudiant qui est en classe. Il vaut mieux que tous les écrans soient loin. Le seul fait d'avoir son cellulaire proche quand on suit un cours, c'est une source de distraction. Ne serait-ce que par la tentation compulsive de les regarder, en particulier avec les réseaux sociaux. Alors, pour l'expliquer brièvement, le cerveau humain est programmé pour chercher à acquérir de l'information. Il reçoit une shot de dopamine
quand il reçoit une information. Et les réseaux sociaux comme Facebook, ils exploitent cet aspect-là du cerveau humain. On est toujours tenté de regarder les fils d'actualité ou les abonnés qu'on suit ou sa propre page pour voir quel commentaire ou quelle réaction on a eu. Même si les informations qu'on obtient en regardant son fil d'actualité sur Facebook, admettons, elles sont souvent sans intérêt, comme par exemple d'apprendre qu'un contact Facebook qu'on ne connaît même pas dans la vraie vie a mangé une poutine géante. C'est sans intérêt, mais la shot de dopamine va être là. Alors on est constamment tenté de regarder son fil d'actualité pour avoir les shots de dopamine que ça donne d'acquérir des informations. Même si rationnellement, on sait bien que ce sont des informations sans intérêt. Il y aura encore quelques autres points à mentionner en lien avec la réussite scolaire. Par exemple, avec l'augmentation de l'usage des écrans, le vocabulaire, les compétences en grammaire et la capacité d'écrire sans faute s'appauvrissent. Les études convergent pour montrer que plus de temps d'écran égale un plus grand risque de retard dans l'apprentissage du langage. J'ai expliqué brièvement tout à l'heure pourquoi des vidéos éducatives destinées aux enfants qui commencent tout juste à apprendre à parler ne sont pas très utiles. Mais pour des enfants plus âgés qui connaissent les bases du langage et qui en sont à enrichir leur vocabulaire, les écrans ne sont pas la meilleure chose non plus. Pour eux, la lecture est importante, notamment parce que le vocabulaire est plus riche dans le langage écrit que dans le langage parlé. Alors déjà, il y a l'argument souvent répété depuis le début de la série et souvent répété dans le livre de Desmurget. Les écrans nuisent parce que l'usage récréatif qu'on en fait détourne d'autres activités plus constructives, telles que justement la lecture. Alors, plus de temps accordé aux jeux vidéo ou à la télévision égale moins de temps passé à lire. Mais est-ce qu'on ne peut pas aussi utiliser les écrans comme support pour la lecture? Certains pourraient se demander si lire sur un écran n'est pas équivalent à lire sur du papier. Eh bien, il semblerait que non. Premièrement, parce que les contenus communément consultés sur Internet n'ont pas la même richesse langagière que les livres. Autrement dit, on n'en sort pas. Il faut que les jeunes lisent des livres. C'est pas parce que ça fait longtemps qu'on le dit que ce n'est plus vrai. Quelque chose peut avoir été vrai au siècle dernier et être encore vrai aujourd'hui. Deuxièmement, parce qu'à l'écran, il y a des distractions qui perturbent la concentration, comme les publicités qui pop, ou la tentation de regarder sur Instagram ou je ne sais quoi d'autre. Et troisièmement, nous apprend Desmurget, pour notre cerveau, le format livre est plus facile à manipuler et à appréhender. À tous les âges, on comprend mieux le même texte lu sur papier que lu à l'écran. Alors Desmurget ne donne pas tant de détails à ce sujet. Je le mentionne quand même, c'est sans doute une information à creuser davantage. Un autre problème mentionné par Desmurget est plus indirectement lié à l'éducation, à l'apprentissage, mais il est tout aussi réel. L'usage des écrans perturbe le sommeil et un sommeil de moindre durée et de moindre qualité affecte la capacité de se concentrer et d'apprendre. La télévision ou le jeu vidéo affectent aussi directement la capacité de se concentrer à l'école. Regarder la télévision ou jouer à des jeux vidéo avant l'école, c'est inciter le cerveau à s'éparpiller juste avant de lui demander de se concentrer. Alors, on n'a pas placé notre cerveau dans le bon état pour appréhender une journée d'école. Desmurget écrit « Un excès de stimulation sensorielle durant l'enfance et l'adolescence agit négativement sur le déploiement cérébral. Trop d'images, de sons et de sollicitations diverses semblent créer des conditions favorables à la survenue de déficits de concentration
de symptômes d'hyperactivité et de conduite addictive. Il est évidemment tentant de rapprocher ces conclusions d'observations épidémiologiques montrant une forte augmentation des diagnostics de TDAH et des prescriptions médicamenteuses associées au cours des 2 dernières décennies. Il est tentant aussi de rappeler que la consommation d'écrans récréatifs est significativement associée au risque de TDAH chez l'enfant et l'adolescent. Alors bref, en conclusion, les écrans peuvent être utiles en milieu collégial ou universitaire à condition que leur présence soit plutôt accessoire que principale, la même chose au secondaire, et ils n'ont tout simplement aucune utilité à la préscolaire ni au primaire. Et par ailleurs, l'usage récréatif des écrans en dehors de l'école devrait être beaucoup plus limité qu'il l'est en ce moment.